Bonjour à tous, moi je suis le docteur Lardet, je suis anesthésiste réanimateur au CHR de Metz-Thionville, donc sur le site de Metz. Je suis praticien hospitalier, puis j'ai une petite casquette environnementale, RSE au sein de la structure. Et on m'a demandé d'intervenir pour présenter un travail que j'ai effectué dans le cadre de mon mémoire du DU Développement durable en santé euh, qui était donné par la Sorbonne. Donc, c'est un travail qui a été fait il y a maintenant 3 ans, enfin, que j'ai présenté et soutenu il y a 3 ans. Et c'était l'impact environnemental de l'utilisation de nos calots au bloc opératoire, donc dans une démarche de développement durable et par une analyse en cycle de vie. Donc, le but, l'introduction et l'objectif de l'étude, partait de notre tenue vestimentaire qu'on doit porter au bloc opératoire, qui est une tenue réglementaire, qui comprend donc une tunique, un pantalon, des chaussures, un masque et un article coiffant. Le but de cette tenue vestimentaire réglementaire, c'est de limiter les infections des sites opératoires par une baisse du transfert de micro-organismes. Et le choix de ces articles doit se faire selon 4 critères, donc l'efficacité pour répondre au but, le coût environnemental, le coût économique et le confort. Les recommandations des pratiques professionnelles communes de la SFAR, donc notre société savante, et de la SF2H, donc la société savante de l'hygiène, ont émis des recours en 2021 qui suggèrent l'utilisation de la tenue réutilisable parce que l'efficacité était la même et que probablement l'impact environnemental était moindre. Et donc, l'objectif de mon étude était de mesurer donc, cet impact environnemental pour les calots en polypropylène que nous portions jusque-là versus des calots en coton que nous voulions mettre en place au sein de la structure, et ceci par une analyse en cycle de vie. Et puis, on a fait un impact financier également. Matériel et méthode de l'étude. Donc, on a réalisé une analyse en cycle de vie, on va dire, simplifiée, que j'avais à l'époque réalisée avec le site, avec un outil proposé par l'ADEME qui est maintenant la base empreinte, mais à ce moment-là, elle était en train de switcher. Elle s'appelait base impact, elle est devenue base empreinte pendant mon travail, mais maintenant c'est la base empreinte. Et puis sur un logiciel open source qui est OpenLCA pour un certain nombre de critères. Et parfois, c'était des extrapolations des données des autres études que je retrouvais sur les sujets. Le champ de l'étude, c'était le site de Mercy, donc à Metz, au CHR Metz-Thionville, là où moi j'exerce. Et l'objectif était de comparer l'utilisation d'un calot à usage unique en polypropylène versus les calots usage multiple en coton. Donc, quand on réalise des analyses en cycle de vie, il faut définir une unité fonctionnelle, ce à quoi répond ce qu'on veut étudier. Donc là, l'analyse l'unité fonctionnelle, c'était un jour de coiffe pour une personne soignante au sein de l'hôpital. Et donc, pour répondre à cette unité fonctionnelle, on définit les flux par rapport aux dispositifs qu'on veut comparer. Donc, le flux de l'unité fonctionnelle, c'est le nombre de dispositifs qui sont nécessaires pour répondre à l'unité fonctionnelle. Donc, le calot polypropylène à usage unique, son flux, c'était de 1, parce que pour un jour de coiffe par personne, on utilise un calot. Parfois, ça peut être plus si on a des souillures, mais globalement, en moyenne, on utilise quand même un calot par jour. Et le flux de l'unité fonctionnelle pour le calot en coton, dont les producteurs, l'usine, le fabricant, on va dire, nous garantissait 200 lavages minimum. Donc, dans ce cas-là, le flux de l'unité fonctionnelle, c'est 0,05, puisque un calot répond 200 fois à l'unité fonctionnelle, puisqu'il va être réutilisé 200 fois.
Ça, c'est un petit peu l'analyse de l'inventaire pour les calots en polypropylène, comment j'ai réalisé cette analyse d'inventaire. Donc, en fait, pour faire l'analyse en cycle de vie, il faut définir les matières premières et les process de fabrication nécessaires pour fabriquer le dispositif dont on a besoin. On prend en considération la phase de transport de tous ces dispositifs, la phase d'utilisation des dispositifs et puis la fin de vie qu'on prend en compte. Donc la partie en vert que vous voyez, c'est la partie fabrication. Donc on a considéré qu'il fallait la production, l'extraction des matières premières pour créer les granules de polypropylène qui sont nécessaires à la création du tissu polypropylène pour réaliser les calots. On a considéré que cette extraction de matières premières était proche du lieu de fabrication, ce qui était une hypothèse qui n'est pas forcément vérifiée. On verra que dans les analyses en cycle de vie, ce qui nous manque souvent, c'est les process industriels et puis ça manque de transparence ou de données. Donc, on fait beaucoup de suppositions, d'extrapolations. Donc, c'est un vrai biais de ces études-là. On a considéré également l'extraction et la fabrication des emballages, que ce soit le carton primaire, secondaire ou tertiaire du transport de ces calots. Donc tout ça avec des données transport en camion, en fret maritime notamment. Donc pour toutes ces données de transport, j'étais partie sur des échelles du PEF, de l'Environmental Footprint, et avec des données marché un peu macro sur le transport du fret maritime, qu'est-ce que ça consomme en moyenne de tel continent à tel continent, c'est combien de kilomètres. Donc ça, c'était la source des données que j'ai utilisées. Donc une fois qu'on a la fabrication du calot en coton, eh ben, il y a une distance de 100 km en transport routier pour atteindre le port, un transport de 10 000 km pour atteindre le continent, puisque ces matières premières et ces calots sont là pour le coup, on avait la donnée, ils étaient fabriqués en Asie. Puis un transport à nouveau de 1000 km pour atteindre la centrale nationale d'achat, puisqu'on est voilà, un CHR comme beaucoup d'entre nous et on répond à des centrales nationales d'achat pour ce qu'on achète. On a considéré une distance transport routier de 1000 km pour atteindre le CHR. La phase d'utilisation, dans notre cas, elle est nulle sur un calot. Quand on l'utilise, ça consomme rien, ça provoque rien comme engagement environnemental, on va dire. Puis un transport jusqu'à la fin de vie, puisqu'on a notre usine d'incinération à 30 km de notre CHR. Et la fin de vie, pour le coup, on connaît les modalités. C'est une incinération avec valorisation énergétique et un recyclage des emballages en carton selon les filières qui sont déjà mis en place dans notre établissement. On fait la même chose sur l'analyse de l'inventaire sur les calots en coton. Donc là, on voit que c'est un petit peu plus compliqué. On avait des informations un petit peu plus transparentes puisque les calots qu'on a achetés étaient un industriel français qui nous a donné quelques informations supplémentaires. Donc la phase de fabrication, là on voit du coup qu'il y en a deux puisqu'il y a la phase de synthèse, de production du coton et du tissu, puis la phase d'assemblage du calot en tant que tel. Donc pour commencer tout en haut, on voit l'extraction des matières premières et donc l'industrie du coton, la fabrication de l'emballage, un transport maritime jusqu'à la fabrication du tissu, parce que le coton n'était pas du coton européen, c'était du coton plutôt asiatique également, mais la fabrication du tissu était le plus souvent fait en Europe. Et le tissu qu'on avait utilisé, nous, était fait en Europe. Donc, c'est pour ça qu'il y a un transport de 10 000 km en fret maritime. Donc, fabrication du tissu avec donc, le process industriel qui était un tissage de la fibre, une teinte de la fibre pour faire le tissu et un après anti-tache.
en sachant qu'il y a plein de process de fabrication industrielle et qu'on les avait pas tous en détail, mais cela était en partie apporté par le fabricant. De là aussi l'extraction et la fabrication des emballages, hein, qui va in fine transporter le tissu qui a été fabriqué. Un transport donc en camion sur une distance, on va dire européenne moyenne, jusqu'au site de fabrication du calot qui là pour le coup était français. On avait la localisation. Euh, donc ils mettent en forme le calot et ils fabriquent l'emballage, ils le transportent également. Donc ça, c'est donc on voit là qu'il y a déjà deux parties de fabrication qui sont pris en compte. Une fois que le calot est fait, un transport de 1000 km environ pour aller jusqu'à notre site du CHR. Et sur la partie inférieure, on voit qu'il y a du coup la phase d'utilisation qui est importante dans ce cas-là, puisque le calot est utilisé 200 fois. Donc, il y a des étapes supplémentaires et notamment, eh ben, c'est la prise en charge en blanchisserie hein, qui est impactante et on le verra tout à l'heure. Donc, en fait, on a notre blanchisserie qui est pas interne, mais qui est pas loin, qui est à 5 km du CHR. Et donc, il y a l'utilisation, le transport sur 5 km, le lavage et tous ses impacts, hein, l'utilisation en eau, en détergent, en énergie et puis un retour au CHR, et ça réalisé 200 fois. Puis, une fois cette période d'utilisation terminée, eh ben, une fin de vie en fin de vie textile, donc qui est pas proche de chez nous, et une valorisation textile qui a été euh, pris en préambule de la fin de vie de nos calots en tissu. Donc maintenant, on va voir les résultats de ces analyses d'inventaire. Donc ça, c'est les résultats pour le calot en polypropylène. On fait la même chose après pour le calot en coton et ensuite on compare les deux. Donc on voit que pour le calot en polypropylène, la majorité des impacts, évidemment, c'est la fabrication. Donc en bleu, ce que vous voyez, c'est la fabrication. En jaune clair, c'est la distribution. En orange, c'est l'utilisation. En rouge, c'est la fin de vie. Et vous avez à chaque fois 100% des impacts qui est réparti. Et ce que vous avez en ordonnée, ce sont les impacts environnementaux sur les limites planétaires, donc le changement climatique, l'utilisation des ressources fossiles, l'utilisation des sols, le changement climatique, l'eutrophisation des eaux douces, les émissions de particules, etc. On peut revenir dessus si quelqu'un a des questions plus précises. Mais voilà, c'est réellement les analyses d'impact qui sont données dans les analyses en cycle de vie. Donc, pour le calot à usage unique, la majorité des impacts pour quasiment tous les critères, c'est la fabrication. En deuxième partie arrive la distribution, donc le transport. On en a parlé, l'utilisation est nulle et la fin de vie, elle est anecdotique, voire efficiente. C'est ce qu'on voit en rouge qui est moins de 0%, hein, parce que vu que c'est incinéré avec valorisation énergétique dans le modèle de la base empreinte, du coup, l'impact est retranché comme on fait une production d'énergie. La consommation en eau, elle n'apparaît pas dans la base empreinte de l'ADEME, donc ça a été une extrapolation et des choses qui ont été effectuées sur OpenLCA, qui est un logiciel difficile, donc c'est des données à utiliser avec parcimonie, mais donc globalement, ça consomme 1,8 10 puissance moins 4 litres par unité fonctionnelle. En chiffres comme ça ne représente pas grand-chose. On va le comparer après tout à l'heure avec le calot en coton. La même chose pour donc le calot réutilisable en coton, les mêmes couleurs, en bleu la fabrication, en jaune la distribution, en orange l'utilisation et la fin de vie. Donc là, on voit que c'est toujours dans la majorité des cas la fabrication qui est importante. La distribution n'apparaît quasiment plus hein, parce que ça fait le même trajet initialement, mais c'est utilisé 200 fois de façon locale. Donc du coup, la partie de la distribution est assez peu contributive aux impacts environnementaux. En revanche, ce qu'on voit, c'est que la phase d'utilisation, là, pour le coup, est loin d'être négligeable. Hein. Ça va jusqu'à même 51% des impacts selon le critère étudié. Le transport, la fin de vie, donc on disait c'est anecdotique. Et là, pour le coup, la consommation en eau est importante puisque ça correspond à 1 litre d'eau par unité fonctionnelle.
Et donc, on voit ici la comparaison des impacts. Donc, en bleu, c'est ce qui est favorable au calot en coton réutilisable et en rouge, c'est ce qui l'est moins. Enfin, c'est ce qui n'est pas favorable au calot réutilisable. Donc, ce qu'on peut voir déjà, c'est que bah, souvent, on ne gagne pas sur tous les tableaux, on ne gagne pas sur tous les impacts. Donc, il faut voir ce qu'on a comme objectif quand on fait des choix. Euh, qu'on peut dire, deuxièmement, c'est que dans la majorité des indices, enfin, des choses qui sont utilisées, c'est plutôt favorable aux calots réutilisables, mais on voit qu'il y a quand même des gros impacts, notamment sur l'utilisation des sols, hein, 96% d'impact en plus. Ça, c'est réellement lié à la production du coton, hein, qui utilise des terres ben, pour faire pousser du coton et utiliser ces calots. L'acidification des océans, ça ressortait significatif, mais à plus 14%. Voilà. Et puis, la deuxième chose sur laquelle on perd beaucoup, c'est les ressources en eau, hein, notamment liées ben, à la blanchisserie et au lavage des calots en coton. Bien que la production de coton en soi est aussi une agriculture qui est très pourvoyeuse en consommation d'eau. Donc plus 96% en utilisation des sols et en eau. Donc on voit que bah voilà, on gagne pas à tous les coups et que si on veut aller plus loin et pour pouvoir améliorer ça, eh ben il faut probablement faire de la production locale de coton, aller peut-être rediscuter autre chose que du coton, mais peut-être du lin, aller rediscuter nos filières de blanchisserie, avoir des blanchisseries qui soient efficientes, qui utilisent le moins d'eau possible, le moins de produits lessivants ou en tout cas le moins nocif possible. Mais que voilà, on n'a pas toujours que des impacts positifs. L'impact financier, on a comparé donc l'achat des deux dispositifs, le traitement des déchets, la blanchisserie, la perte et la détérioration. On avait considéré 20% de perte et de détérioration. On en rediscute juste après, ça fait partie des limites. On avait considéré qu'on allait continuer une part d'usage unique au moins un temps. Et donc, on voit que le calot à usage unique, donc c'est une étude financière sur 2 ans et 3 mois qui était la durée de vie prévisible de nos calots en coton. Donc 200 lavages, on avait estimé qu'ils allaient durer 2 ans et 3 mois. Donc le total pour les calots à usage unique, c'était 33 000 euros et le total pour le calot à usage multiple, c'était 9 000 euros. Donc on avait un gain de 23 910 euros sur 2 ans et 3 mois. On est dans une politique de rachat de calots actuellement. En 2026, donc c'est toujours en cours de discussion. On en reparle juste après, mais donc on considère qu'on va devoir réinvestir. Bon, on voit que ça fait plus de 2 ans et 3 mois, hein, donc potentiellement ça peut être intéressant. Euh, euh, et on en reparle juste après. Non, je vais en parler là tout de suite. En fait, on a une grosse phase où les calots, ils ont été utilisés en dehors de notre bloc opératoire pris par des chirurgiens qui allaient faire des actes un peu de la hors plateau technique, etc. On a eu on a dû mettre en place toute une filière parce que bien que notre blanchisserie était en capacité de les prendre en charge, vu que c'est des petits dispositifs, on a dû remonter une filière et on a pas mal de calots qui se sont perdus, égarés, qui ne revenaient pas tous. Donc, par rapport à cet impact financier, pour être transparent, on a dû quand même poursuivre un peu plus que ça l'usage unique et qu'on doit bah, donc racheter des calots parce que bah, réellement, on ne sait pas décemment où sont partis tous ces calots, mais il nous en manque au bout de 3 ans, là, il nous en manque une bonne partie quand même. Donc, c'est toute une politique d'achat à faire à nouveau. Discussion et pistes d'amélioration. Donc, on a fait ça sur un plan do, check, act. Donc, on planifie, on fait, on vérifie et on se remet en marche. Donc, on en est un petit peu là. On a vu qu'on avait perdu beaucoup de calots, qu'il faut en racheter. On en est un petit peu là. On a respecté les critères. L'impact environnemental, bah, c'est moins impactant sur quasiment tous les critères, mais pas tous, hein, l'eau et l'utilisation des sols en partie. L'impact financier, ben, là, clairement, il est plutôt très favorable à l'usage multiple. Et confort, qualité de vie au travail, réellement, tout le monde est plutôt preneur des calots réutilisables que des calots à usage unique.
La validité externe de l'étude, elle est compatible avec d'autres études, mais qui étaient de façon plus marquée favorables à l'usage multiple, probablement parce que le nombre d'usages n'était pas les mêmes. Nous, pour Vicalo, ils nous donnaient 200 réutilisations et dans les publications qu'on en avait, c'était plutôt de l'ordre d'une centaine de fois. Donc, du coup, ben, plus on utilise et moins l'impact est important. C'est non exhaustif, c'est difficile à réaliser, il manque beaucoup, beaucoup de données, donc c'est des analyses qui sont toujours difficiles. Et pour la mise à jour, c'est donc une étude qui a 3 ans maintenant, qui n'est pas faite sur un site d'ACV à proprement parler. Et on a acquis cette année, dans le cadre d'un appel à projet qui était Hôpital du Futur 2, un logiciel propre d'analyse en cycle de vie qui est CIMAPRO, pour lequel on vient de se former et on a en notre possession maintenant. Et donc, c'est une étude qu'on va refaire avec un vrai logiciel d'ACV. Mais on a été formé il y a une quinzaine de jours maintenant, donc réellement pour ce topo, j'ai pas pu remettre voilà, les chiffres à jour, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on fera avec un vrai logiciel d'ACV, mais en prenant les mêmes données pour pouvoir extrapoler et comparer les deux résultats. Je vous remercie pour votre écoute. J'espère qu'on aura le plaisir de vous accueillir à nouveau Je les avec de nouveaux présenterai résultats. sans aucun problème quand j'aurai refait ça. Super. On a déjà des questions par rapport à la composition des calots. Est-ce qu'ils sont 100% coton ou est-ce qu'ils contiennent, à l'image de ce qu'on sait, par exemple, sur les gobelets en papier qui contiennent un pourcentage de particules de plastique? Est-ce que c'est pareil pour les calots ou est-ce que c'est 100% coton? Ils étaient 100% coton, ceux qu'on avait achetés à l'époque. Ouais. Là, toute la Ok. discussion dans le nouvel achat, c'est que, bon, à l'époque, vu que c'était un peu, c'était il y a 3 ans, on avait pu prendre le prestataire qu'on voulait, enfin le fournisseur qu'on voulait, qui était un industriel français. Là, ils veulent repasser par des centrales d'achat, donc de nouveau, c'est très compliqué. On a des calots qui ne répondent pas tout à fait aux exigences qu'on en avait. On a le choix, mais pas le choix. Donc, voilà, c'est une nouvelle discussion. C'est pour ça que c'est pas encore finalisé. Mais pour cette étude-là, les calots, c'était 100% coton. Estelle, avant de prendre la parole, si tu peux préciser l'établissement dans lequel tu es. Oui, je travaille à Lille, à l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul. Ça fait partie des hôpitaux de la Cato, de Lille, de la faculté catholique de Lille. Et il me semble que dans les recos, les calots doivent être en tissu non particulaire et ça oblige à ce qu'il y ait 30% de polyester. Donc, est-ce qu'il y aurait d'autres recommandations qui autorisent le 100% coton? Parce que c'est un des critères qui interdit que le personnel fasse ses calots par lui-même. Ouais. Et concernant le nettoyage aussi, le personnel n'a pas le droit d'emmener des EPI à domicile. Il doit être nettoyé sur place. Donc là, par rapport à quelles recommandations est-ce que le 100% coton a-t-il été autorisé? Alors, par rapport à la composition, effectivement, normalement, il faut qu'il y ait une part de non particulière, etc. On s'était basé sur le fait que ce site industriel était déjà fournisseur d'un certain nombre de CHU, CHR et qui prodiguait des établissements de santé. Donc, on s'était appuyé là-dessus. Et sur le fait que le personnel n'ait pas le droit de... C'est effectivement ce qui a été mis en vigueur, hein. Il y a eu une grande discussion. Mais ce qu'on a retenu, c'est que par précaution d'hygiène, il fallait que ce soit lavé en blanchisserie. Et le circuit qu'on a mis en place, c'est effectivement une blanchisserie interne, hein. Enfin, donc, ça va avec. Alors, nous, on fait partie des blocs où on n'était pas repassé dans nos tenues à usage unique. Donc, on a encore des tenues en coton qui sont lavées par notre blanchisserie. Et donc, on a fait suivre donc dans un filet à part quand même, parce que c'est plus petit, mais on a fait suivre dans la même filière que nos tenues de bloc réutilisables déjà. Donc, ça suit la filière, hein, on va dire, du CHR, la filière hygiène blanchisserie du CHR. Et donc, la référence à d'autres établissements qui utilisent du 100% a fait foi à la place des recommandations. Mm. Ouais, c'est passé. Après, réellement, on pourrait refaire là la discussion, hein, donc dans le nouvel appel à projet, etc. Si c'est pas 100% en coton, mais 70%, 30% polyester, etc. On pourrait refaire l'analyse en cycle de vie. Et une fois qu'on aura choisi un peu les dispositifs qu'on voudra racheter, ce sera fait dans notre logiciel à nous. Et
c'est pas impossible que ce soit toujours favorable à l'usage multiple, même si c'est pas 100% coton et qu'il y a 30% de polyester, quel qu'il soit. Mm. Alors, on C'est va prendre une autre question. pas parce que c'est Comment pas 100% peut-on coton. savoir que le coton a déjà fait ses 200 utilisations recommandées? Alors là, en l'occurrence, on le sait pas, et on le sait pas non plus pour nos tenues. Mais globalement, là, ce qu'on sait, c'est que c'est sûr qu'ils n'ont pas fait 200 ans d'utilisation. On les a perdus avant. Donc, ils sont reformés parce qu'ils tiennent plus, ils ont perdu Oui, leur... voilà, c'est en fait la blanchisserie, de même pour nos tenues, hein, dès qu'il y a des défauts, des choses comme ça, eh bien, elles les mettent de côté. C'est pareil pour les calots. C'était la précaution qu'on leur avait demandé. Et ensuite, ces préconisations fournisseurs, euh, souvent reposent sur pas grand-chose, hein. C'est-à-dire qu'ils préconisent sans lavage, mais souvent c'est juste qu'ils n'ont pas fait les tests pour au-dessus. Parce on a eu la même discussion pour des survestes à usage unique, usage multiple. En fait, c'est juste que les fournisseurs parfois font les analyses sur 50. Si on leur dit, mais est-ce que vous pourriez les faire sur 100, ils les font sur 100, ça marche. Enfin, voilà, donc voilà. En tout cas, dans notre blanchisserie, on a des codes barres, mais qui ne permettent pas à ce jour de localiser ou en tout cas de tracer avec suffisamment de précision le nombre d'utilisations. Ce qui est probablement en train de changer parce on va faire pucer nos tenues, etc. Donc normalement, ça devrait être quelque chose de faisable à l'avenir.